Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, les 7 méthodes pour être apprécié des autres et devenir populaire. La deuxième partie, et ouais, après la première partie la semaine dernière, on va voir la suite et fin de cette méthode, de toutes ces petites méthodes. Dans cet épisode, on va voir les méthodes numéro 4, 5, 6 et 7, bien sûr. Donc, on va en avoir pour notre thune, j'espère en tout cas. Étant donné que c'est gratuit, j'espère, parce que sinon ça serait quand même assez triste. Voilà. on va pas trop tergiverser dans tous les sens parce que l'épisode risque de pas être le plus court de l'histoire. Mais avant, quand même, j'aimerais faire un petit truc, parce qu'à la fin de l'épisode la semaine dernière, j'avais dit ouais, si vous voulez m'envoyer des messages vocaux par rapport à cet épisode et qui pourraient éventuellement passer dans la partie 2 parce qu'il serait en rapport avec ceci, bah j'en ai reçu et du coup j'en ai profité pour rattraper un petit peu mon retard vis-à-vis des messages vocaux. Ça faisait quand même quelques semaines que j'avais pas été les répertorier parce que j'avais déjà des sujets et des idées de podcast. Et du coup, j'y suis allé, j'ai écouté un petit peu tous ceux que j'avais en retard. Comme d'hab, je les ai gardés de côté. J'écris tout sur une feuille à chaque fois, la question qui est posée, etc. Comme ça, quand j'ai envie de faire un épisode et de m'inspirer d'une question ou de faire un épisode FAQ ou quoi, eh bien, je peux directement avoir tout ça sous les yeux avec ton joli prénom. C'est ton prénom que je mets en premier. Eh ouais, je mets question numéro 82. Elle vient de Aurélien. Aurélien, il aimerait savoir si ça. Et comme ça, je peux m'y retrouver pour les prochains épisodes. Et du coup, c'était très cool parce que comme d'hab, j'ai écouté plein de messages. Il y en a plein qui m'ont donné des idées de vidéos. Même, j'ai une idée de vidéo un petit peu. Des idées de podcast. Il y en a qui font remonter à la surface des idées que j'avais eues il y a longtemps. Et là, je me rends compte qu'apparemment, le sujet intéresserait quelqu'un d'autre, etc. Et j'ai même eu aussi, du coup, l'idée en écoutant tout ça. Enfin, c'est pas une idée révolutionnaire, hein, mais de faire un petit épisode FAQ, comme j'avais fait fin juillet. Un épisode dans lequel, en fait, je peux répondre à pas mal de questions parce qu'il y a pas mal de questions qui sont cool, je trouve. Mais voilà, je vais pas m'amuser à répondre 35 minutes dessus alors que ça pourrait être fait assez rapidement. Et donc, je pourrais en faire plusieurs à la suite. Et c'est ce que je pense faire probablement d'ici la fin de l'année, je pense, histoire de marquer un petit peu le coup avec un petit épisode convivial comme ça, qui sont très cool. Et moi, je trouve ça très cool que tu puisses participer aussi au podcast parce que quand j'écoute ces messages, bon, je me répète, hein, je le dis à chaque fois, mais c'est un truc de fou. Enfin, c'est trop bizarre, c'est trop marrant, c'est trop. En fait, ça devient tellement réel d'un coup quand j'écoute la voix de quelqu'un qui me parle et qui me parle des épisodes et ouais, et c'est vachement humilisant et c'est vachement cool. Vraiment, limite, je suis gêné quand je les écoute. Je suis un peu gêné en mode ah ouais, on se parle et tout. Ouais, tu vois, moi je suis quelqu'un d'assez, je suis quand même un peu timide de base et tout, et c'est vrai que là j'ai presque l'impression qu'on se parle et c'est moins intimidant pour moi que de parler dans mon micro tout seul dans ma chambre. C'est assez cool. Et j'entends aussi dans les messages que je reçois qu'il y a clairement des réflexions qui naissent. Il y a vraiment des personnes qui viennent m'envoyer un message vocal et qui réfléchissent un petit peu à voix haute. Et ça c'est cool, c'est le but de ce podcast, tu vois, parce que parfois, énoncer ce qu'on pense à voix haute, sous forme de questions, sous forme de réflexion, même quand il n'y a pas vraiment de questions, eh ben, ça te permet juste de rendre ces choses beaucoup plus réelles et tangibles pour soi et de s'aider à creuser la question et la réflexion pour soi-même. Parce que souvent, on a des pensées, on se dit, tiens, si ça, c'est cool, je ferais bien ça, je me demande si ça, c'est pas comme ça. Mais le fait de le dire à voix haute, ça change le truc, ça te force à formuler réellement avec des mots, et encore plus, typiquement quand t'es vaguement en train d'expliquer à quelqu'un, par exemple moi, par un message, eh ben c'est vachement cool, tu vois. Moi, typiquement, j'ai ce podcast, c'est un peu à ça qui me sert ce podcast. Je réfléchis à voix haute et ça me force en fait à mettre des mots sur certaines choses que je pense et ça permet de mieux les comprendre pour soi-même, je pense. Tu vois, c'est un espèce de miroir auquel parler. Et si t'as pas envie de parler tout seul devant ton miroir parce que tu trouves ça bizarre ou chelou, y a pas de mal en vrai, hein. Moi, ça m'arrive de parler tout seul à voix haute, y a pas de souci.
je pense, eh bien, si t'as pas envie de faire ça, tu peux très bien le faire avec une excuse, c'est-à-dire, tu m'envoies un message vocal, tu vas sur ericflag.com/podcast et tu m'enregistres un petit message où tu réfléchis à voix haute. Moi, je vais l'écouter. Alors, évidemment, si ça me concerne un tout petit peu, c'est mieux, on est d'accord. Ah, je compte sur ton respect, bien entendu. Mais je trouve ça très cool quand j'entends certains qui m'envoient des messages et je me dis, ouais, c'est vraiment bien. Le but de ce podcast, c'est qu'on puisse tous réfléchir à trouver des trucs à en tirer pour nous-mêmes égoïstement quand même quelque part, donc communautairement, si on est plusieurs à s'y retrouver là-dedans, c'est le but, c'est clairement le but. Donc merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, merci à Aurore, à William, à Ronan, à Martin, à Cédric, à Evan, à Émilie, à Shaiman, à Aurélien, Anthony, Lucas, Baptiste, Julien, Jérémy et plein d'autres encore. Et oui, j'ai vos prénoms. Et oui, j'ai dit vos prénoms. T'as vu? Vous avez vu? D'ailleurs, j'ai reçu un message vocal de quelqu'un qui m'a dit « Tu dis tout le temps « tu vois ». Et c'est vrai, je dis souvent « tu vois ». Désolé, tu risques de l'entendre maintenant. C'est un tic de langage que j'ai. C'est un peu comme les Anglais ou certaines personnes qui disent you know, ou qui disent genre, bien like, yes, I was like this, like that, genre. Désolé, je vais essayer de m'améliorer, je vais essayer de moins le dire, mais c'est vrai que finir les phrases par tu vois, parfois, ça aide à conclure la phrase quand c'est difficile de la conclure avec un point. Et je vais essayer de m'améliorer. Je suis là pour ça aussi, clairement. Donc, merci à toutes et à tous pour tout cela. D'ailleurs, je disais que je prenais aussi les anecdotes et les messages de l'épisode précédent pour cet épisode-là. Et pour en ressortir dans cette deuxième partie, j'en ai reçu 2 que j'aimerais faire passer. Le premier message nous vient de David. Salut Eric, j'espère que tu vas bien. Alors moi je m'appelle David et je voulais te faire un petit feedback sur ton dernier podcast sur les 7 méthodes pour être apprécié. Et en fait, il y a une méthode sur les prénoms. Et tu vois, moi, je bosse dans la vente. Ça m'est arrivé parfois d'avoir des clients qui revenaient assez régulièrement. Donc forcément, tu as une attache plus importante. Tu accordes une sorte d'importance à ces clients-là. Et un jour, un de ces clients m'a donné son prénom. J'ai vu déjà que du coup, il kiffait bien me parler, tu vois, parce qu'il me donne son prénom. Alors que moi, je suis un simple vendeur, lui, c'est un simple client. Mais il y a quand même une relation qui arrive. Donc déjà, je me suis dit, waouh, lui, du coup, il accorde de l'importance à nos échanges à chaque fois qu'il vient. Donc c'est cool. Et la fois suivante, quand il est venu, alors je lui ai pas fait un check-in non plus, faut pas déconner, mais tu vois, je lui ai dit, je m'en souviens, il s'appelle Cyril, et je lui ai dit, salut Cyril, vous allez bien? Et j'ai bien vu que le mec, il s'est dit, tiens, le vendeur là, à chaque fois que je viens, on se parle, et en plus de ça, il m'a dit mon prénom, il s'en est souvenu, et c'est cool. Et je l'ai vu dans son regard, et du coup, ce que tu dis, c'est totalement vrai. Donc ton épisode passionnant, on attend le prochain. Salut Eric. Voilà, merci beaucoup David pour la petite anecdote. Effectivement, ça m'étonne pas du tout et ça prouve entre guillemets, toi du coup tu as reconnu ça et tu t'en souviendras peut-être plus facilement que effectivement les gens ils aiment bien, tu te souviens de leur prénom, tu le vois sur leur visage qu'ils sont contents. C'est un peu inconscient, c'est tout le monde, il y a que toi qui le remarques peut-être quand tu le sais et que tu y fais un petit peu plus d'attention peut-être, mais c'est extrêmement cool et puissant, d'autant plus dans des relations évidemment de marketing, de vente, de clients, etc. Le deuxième message, il nous provient d'un certain Gabriel que j'avais mentionné directement dans l'épisode précédent comme étant celui qui avait gagné les petites parallettes lors d'un concours que j'avais fait et j'avais parlé de lui dans le premier épisode et je te fais passer son message. Et salut Eric, c'est Gabriel du coup, non, c'était juste pour t'envoyer un petit message vu que j'ai vu que j'ai eu la surprise, franchement je suis devenu tout rouge, j'étais dans le bus, j'étais là putain il parle de moi et tout. Je m'attendais tellement pas en fait de t'entendre parler de moi parce que personne m'avait envoyé l'idée du podcast et du coup je suis tombé dessus par hasard, par pur hasard quoi. Sur le fait que tu parles de moi. Et du coup ça m'a fait plaisir et je te remercie, c'est gentil et ça a refait un petit peu ma journée donc voilà. Pour te dire que je t'écoute toujours et que je t'encourage à continuer comme d'habitude et au pire de se croiser un jour, surtout que j'ai des copains qui t'ont croisé à Bordeaux et moi je suis originaire de Bordeaux donc j'étais là ça aurait été marrant si on se croisait sous avec les petites pareilles et tout. Du coup, voilà. Allez, je te souhaite une très très bonne journée, bonne continuation à toi et au plaisir. Bye bye. Voilà, merci beaucoup Gabriel. Désolé pour ce petit moment gênant pour toi dans le bus. J'espère que personne n'a remarqué que tu es devenu tout rouge, mais je pense pas. Je pense que les gens ils sont assez occupés par leur téléphone généralement ou par autre chose. Bref, avec grand plaisir et puis à bientôt à Bordeaux j'espère clairement. Voilà, écoutez, merci pour tout cela, on va partir gentiment sur ce nouvel épisode. Juste avant, dernière petite annonce, dans l'épisode 22 sur les 6 méthodes pour se forcer à passer à l'action,
j'avais mentionné quelque chose, j'avais mentionné un fantasme personnel de productivité que j'avais. Tu vois de quoi je parle si tu as écouté l'épisode il n'y a pas longtemps ou si tu t'en souviens. Eh bien, ce samedi 13 novembre, dans 2 jours après la sortie de cet épisode, il y a une vidéo qui sort sur ma chaîne YouTube exactement là-dessus. Et ouais, je me suis pris au mot et j'ai réalisé ce fantasme de productivité sur presque 2 mois pour le coup. Et j'en ai fait une conclusion, j'en ai fait une vidéo expérience, j'ai réellement fait ça. Donc si ça t'intéresse de voir les résultats de tout ça, et je pense que ça peut t'intéresser si t'aimes bien ce podcast, rendez-vous sur ma chaîne YouTube ce samedi 13. À partir du samedi 13, elle va rester, on est d'accord, pour cette vidéo. Voilà. Bon, on va partir là-dessus. Donc un tout petit résumé rapide, on dira de la partie 1. On va juste mentionner les 3 premières méthodes qui ont été mentionnées. La méthode numéro 1, c'était sourire. La méthode numéro 2, c'était se souvenir des prénoms et ou des informations personnelles des gens qu'on rencontre. Et la 3e méthode, c'était de rendre les gens importants, de les faire se sentir importants. Tout cela étant évidemment des méthodes pour être apprécié des autres et devenir populaire. Et on va tout de suite attaquer avec la 4e méthode. Forcément, toutes ces 3 premières méthodes sont largement développées dans le premier épisode. On va attaquer tout de suite avec le 2e épisode et avec la méthode numéro 4 qui est de cultiver l'empathie et de faire ressortir les intérêts des autres. L'idée ici, du coup, c'est de réussir autant que possible à se mettre à la place des autres personnes, à essayer de les connaître également, de façon à ce que lorsqu'on interagit avec elles, notamment lorsqu'on a éventuellement une demande à leur faire, eh bien qu'on puisse formuler cette demande de façon à mettre en évidence les intérêts que eux ils ont à ce que cette demande soit répondue. Tu vois, pas juste de dire salut, moi je veux ça, donne-le-moi. Il y a plein d'autres façons de présenter les choses. Même si tu es juste là pour tes propres intérêts égoïstes, on dira, eh bien justement, c'est d'autant plus intéressant de procéder comme cela. Et en plus, il y a de toute façon, c'est de toute façon sûr que ça sera mieux perçu et que ça sera mieux ressenti par l'autre et que l'autre a beaucoup plus à y gagner si on fait comme ça, tu vois. Et des petits exemples vis-à-vis de cela. Typiquement, personnellement, ça m'arrive assez souvent maintenant qu'on m'aborde pour essayer, entre guillemets, de profiter de mon audience et de ma notoriété extraordinaire. Moi, ça me fait marrer tout ça, mais du coup, j'observe ça attentivement parce que je me dis, voilà, c'est des exemples propres. Moi, je suis le premier intervenant là-dedans, le premier spectateur en mode, tiens, voilà comment cette personne essaye de proposer ça pour servir ses propres intérêts. Parce que c'est évident que la plupart des gens, enfin tout le monde qui m'écrit pour ce genre de choses, c'est commercial, c'est professionnel, et donc les gens sont là pour eux, ils sont pas là pour me donner quelque chose, généralement, clairement, et ils présentent ça de façon différente, que ça soit des annonceurs, des gens qui veulent que je fasse la pub de leurs produits dans une vidéo, des machins, ou même d'autres créateurs, typiquement, qui diraient pas non à un petit coup de pub ou ce genre de choses, tu vois. Et ça m'arrive très régulièrement de prendre un petit peu des notes mentales de tout ça pour voir à quel point la façon dont c'est présenté me fait bonne ou mauvaise impression. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples de mauvaises impressions, clairement, et c'est extrêmement important de faire bonne impression, tout simplement. Encore plus quand t'es là juste pour toi. Alors si c'est écrit en long, en large et en travers dans ta demande que tu es là pour toi, eh bah putain, ça va pas être hyper bien pris. Il y a vraiment peu de chances que l'autre personne dise oui, tu vois. Et voilà, typiquement, un petit exemple, certaines personnes qui viennent faire copain-copain, qui utilisent des jolis adjectifs affectueux, etc., mais qui ne parlent jamais que d'elles-mêmes lorsqu'elles ont quelque chose à demander, ou plutôt à prendre, qu'on se le dise. Bah c'est pas cool, c'est pas une bonne façon de faire. En tout cas, moi, ça me donne pas envie de coopérer, tu vois, et je pense que c'est pareil pour la plupart des gens. Typiquement, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, mon rêve, c'était de faire un feat, c'était de faire une vidéo avec Thibaut InShape, YouTuber à 8 millions d'abonnés, très connu dans la muscu, etc. Et mais jamais je me suis dit, tiens, je vais lui demander, on va faire une vidéo, tu vois. Je me suis juré de jamais rien lui demander qu'il ne pourrait refuser, qui pourrait se permettre de refuser. Alors aujourd'hui, c'est plus vraiment un rêve, tu vois, on est d'accord, ça pourrait être sympa, mais ouais, je suis franchement pas sûr que ça se fera ou que ça se ferait. Par contre, j'aimerais beaucoup l'avoir sur le podcast, Thibaut, j'aimerais beaucoup pouvoir discuter de création et de voir au-delà du personnage un petit peu, s'il était d'accord une fois. Voilà, on se connaît, on s'est déjà parlé, on s'est déjà vu, etc. Quand je lui écris en DM, c'est-à-dire tous les 6 mois, je sais qu'il le voit et qu'il me répond, on dira, mais justement, le
le but, c'est pas du tout d'harceler la personne ou quoi. C'est vraiment... C'est possible que si je lui demandais de venir sur le podcast, il serait d'accord. Mais là, je me dis, ouais, je suis pas pressé. Lui, clairement pas non plus, c'est sûr. Et je veux juste être sûr et certain, le jour où je lui propose de venir sur le podcast, que j'aurai juste un maximum de valeur à lui proposer. En quoi ça serait dans son intérêt de venir sur le petit podcast d'Eric Flag, tu vois. Donc voilà, c'est juste ça. C'est un petit peu, voilà, j'irai pas envoyer un DM à Elon Musk pour lui demander de faire de la promo à ma chaîne en story, tu vois. C'est complètement con. Et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à ça. Est-ce que ça vaut la peine? Et pour ça, et parfois on se dit juste, j'ai juste pas assez de valeur à proposer à cette personne. Du coup, je vais m'abstenir de lui demander, parce que si je lui demande et que je fais mauvaise impression, il y a de bonnes chances que le jour où j'ai réellement quelque chose d'intéressant à proposer, ça ne soit pas considéré. Donc voilà, tu vois, un autre exemple, ma 3e vidéo avec Wim Hof. Tu vois, Wim Hof, c'est le mec qui a démocratisé beaucoup ces dernières années les bains froids, ce genre de choses que moi, elle me plaît beaucoup. J'ai fait 2 vidéos dessus. À la fin de la 2e vidéo, j'ai dit, ouais, si la vidéo, elle fait 50 000 likes, j'essaie de convaincre Wim Hof de faire une vidéo avec moi. La vidéo, elle a dépassé le 1 million de vues, elle a dépassé les 50 000 likes. Et je m'apprête à lui envoyer un email et un DM. Et je vais faire très, très, très attention à comment je formule ma demande de « Salut, j'aimerais faire une vidéo avec toi ». Je vais pas lui dire « Salut, on va faire une vidéo comme ça, je te mets dans le titre, la miniature, moi je fais des vues, je deviens riche ». Et c'est tout. Voilà. Est-ce que ça te tente? Tu vois? Non, ce que je vais lui dire, c'est « Salut, je suis francophone, je suis français, j'ai une chaîne YouTube, j'ai fait 2 vidéos sur ta méthode. Entre parenthèses, je t'ai fait de la pub gratuitement pendant un moment, ça marche bien, les gens sont chauds, sont intéressés. Et si tu as envie, de te faire connaître encore plus dans la communauté francophone, parce que je sais que tu as commencé à traduire tes formations payantes en français, eh bien, tu pourrais venir faire une petite vidéo avec moi, ça pourrait être sympa, ça pourrait prendre qu'une après-midi, et tu pourrais y gagner un masse de trucs. Moi, je me déplace, je viens, je fais tout. Toi, je te demande juste 2-3 heures, le temps que tu es prêt à accorder, et derrière, je te fais moi-même une belle vidéo qui va juste te mettre en valeur le plus possible, toi, ta méthode, et tout ce qui, manifestement, te tient à cœur. Voilà. Wim Hof, si tu m'écoutes... Si tu m'écoutes, mec, je sais que tu m'écoutes pas parce que je crois pas que tu parles français. D'ailleurs, la vidéo serait très certainement en anglais, sous-titré français. Ce serait une première, mais ce serait stylé. Et voilà, je me réjouis de voir sa réponse. Je te tiendrai au courant. Voilà, tu vois. Et tout ça, ça demande forcément de comprendre les intérêts de la personne d'en face, tu vois. Essayer de creuser qu'est-ce qui intéresse cette personne, qu'est-ce qui a l'air d'être important pour elle, que je pourrais mettre en évidence dans ma demande, dans mes interactions au quotidien avec elle, de façon à juste faire en sorte et d'être apprécié par cette personne, parce que c'est intéressant par tout le monde. Si l'autre t'apprécie, c'est qu'il ressent du positif pour toi. C'est cool pour lui d'être entouré de personnes pour lesquelles il ressent des sentiments positifs, et c'est cool pour toi d'être entouré de personnes qui t'apprécient forcément. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Il faut être sincèrement intéressé par les autres, il faut être intéressé par qui ils sont, par ce qu'ils ressentent. Il faut essayer d'être capable de se mettre à leur place en mode, si moi je suis cette personne, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans ce que je fais, dans ma vie, dans mes aspirations professionnelles? Quelle est un petit peu ma personnalité, etc. Tu vois, essayez vraiment de comprendre la personne et voilà, qui ils sont, ce qu'ils ressentent. Non seulement si tu es sincèrement intéressé par eux, ils le sentiront. Ces personnes vont le sentir, elles vont l'apprécier, peut-être même sans mettre le doigt dessus, que tiens, cette personne est intéressée par moi, tu vois. À nouveau, on se sent un petit peu important. Et en plus, en faisant ça, c'est le meilleur moyen d'apprendre des choses sur cette personne. Vraiment, tu vois. On en apprend peu en s'écoutant parler soi-même de soi, tu vois. On en apprend peu. On peut en apprendre un petit peu. Là, j'en apprends un petit peu sur moi en faisant ces épisodes de podcast, mais c'est un travail de longue haleine, tu vois. Et je le fais tout seul, donc j'embête personne, j'ai envie de dire. Parce que ceux qui écoutent, ils ont décidé d'écouter. Et moi, là, je suis dans ma chambre tout seul, donc voilà, tout le monde s'en fout, on dira. Mais quand t'es en face de quelqu'un, vraiment, parler de toi, qu'est-ce que tu vas apprendre? Pas grand-chose, en vrai. Mieux vaut maximiser le temps de parole des autres, clairement. Laisser les autres parler d'eux-mêmes, leur poser des questions, essayer d'en apprendre, essayer de leur demander qui es-tu, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, mais sans les poser comme ça, sauf si tu es vraiment dans un date, un premier date avec quelqu'un. Là tu peux poser ce genre de questions, mais qui es-tu, c'est peut-être pas la meilleure des questions à poser pour séduire quelqu'un et passer pour quelqu'un de socialement normal, peut-être, je sais pas. Il y a d'autres règles dans ce genre d'interaction, j'imagine, je suis pas un expert non plus, mais tu vois, laisser les autres parler, les laisser parler d'eux-mêmes et écouter attentivement,
À nouveau, tu vois, comme je l'avais mentionné dans le premier épisode, on a tous un petit sentiment naturel d'égoïsme, de narcissisme. On aime bien parler de soi, on aime bien avoir l'impression qu'on est important parce qu'on parle et tout le monde nous écoute, à défaut de meilleurs termes, tu vois. Et bien qu'on aime tous parler de nous et on aime écouter, on aime être écouté attentivement quand on le fait. On se sent important. Tu vois, la troisième méthode, on se sent important. Et donc, c'est ça qu'on veut faire. Donc, donner ça aux autres, s'oublier soi-même et écouter les autres en les écoutant vraiment, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et je vais te donner encore au moins un petit exemple en plus vis-à-vis de cela par rapport à moi-même, mais ce coup-ci un exemple peut-être un peu plus intéressant, c'est un exemple où moi j'ai appris en fait, où moi j'ai pas fait les choses bien, parce que là pour l'instant je t'ai pas donné des exemples, je t'ai dit ce que je vais essayer de faire et je te l'ai bien présenté, mais ça m'est clairement, il faut apprendre, moi aussi j'apprends au quotidien et j'ai l'impression que j'ai appris un petit peu ça et j'ai renforcé cela ces dernières années. Et un des exemples auxquels j'ai pensé, c'est ce podcast, tu vois, ce podcast, les premières interviews que j'ai fait sur ce podcast, c'était des interviews avec des gens que je connaissais plus ou moins, des youtubeurs je connaissais un petit peu, mais je les avais enregistrés avant même d'avoir lancé le podcast et c'était un exercice que j'avais jamais fait. Et quand j'ai sorti ces premières interviews, j'ai eu quelques petits retours là-dessus que j'ai jugé totalement vrai, même si c'est pas toujours agréable de s'avouer ce genre de choses. On m'a fait remarquer que ça m'arrivait de prendre la parole à la place de l'autre, on dira, pour répondre à ma propre question. En mode, alors comment est-ce que toi tu fais pour faire ça ? Alors moi, tu vois, cette impression, vraiment pas ouf. Vraiment, ça donne vraiment l'impression, ok, tu poses la question, t'écoutes même pas ce qu'il dit parce que tu la poses juste pour pouvoir parler de toi. Toi, tu penses qu'à toi. Et ça, quand on m'a fait remarquer ça, je me suis dit, que ça soit vrai ou pas, c'est de toute façon vrai, c'est sûr. Mais en plus, si c'est comme ça que c'est perçu, c'est que c'est vrai, de toute façon. Donc, il n'y avait pas à se poser la question de non, c'est pas vrai, je parle pas que de moi, etc. Mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah ouais, clairement, Eric, fais gaffe, c'est un mauvais bail, c'est un mauvais bail pour tout le monde. Parce qu'on s'en fout de ta réponse, mec. C'est vrai, c'est vraiment pas toi qu'on a envie d'entendre. Clairement, quand j'ai réalisé ça, c'est devenu un point d'honneur pour moi que de renverser cette tendance à partir de là autant que possible, d'apprendre à le faire, parce que il faut essayer de le garder en tête et que ça devienne normal et automatique. Et j'ai l'impression que ça l'est de plus en plus aujourd'hui, de garder en tête la réalité de la chose, qui est que ce que je vise en premier lieu, c'est de mettre évidemment les projecteurs sur l'autre personne. On est d'accord, c'est lui ou c'est elle la star de l'épisode, c'est lui que toi qui écoutes l'épisode et sur lequel tu as cliqué en mode tiens, je vais écouter cet épisode. Bah c'est pas pour encore écouter cet abruti d'Eric Flack qui parle déjà assez de lui dans ses épisodes solo, tu vois. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Et quand j'ai réalisé ça, bah forcément, tu vois, je me mets ça devant, je me dis mais bien sûr, c'est les intérêts de l'invité qui doivent être mis en avant, et c'est les intérêts de toutes les personnes qui vont écouter l'épisode auxquels je dois faire attention et auxquels je dois mettre une large priorité avant les miens. Je pose des questions auxquelles je pense que toi qui écoutes, tu aurais envie d'avoir la réponse, et je laisse évidemment parler la personne autant que possible, parce que c'est de elle que toi tu as envie d'entendre parler, bien sûr. Donc j'écoute, je ferme ma gueule un petit peu, ça me fait du bien, et ça me permet en plus de faire, ça me permet évidemment de beaucoup mieux attentivement écouter ce que me dit la personne, bien sûr, et à rebondir sur certaines choses qui sont mentionnées, de façon à pouvoir creuser peut-être un petit peu plus profondément la discussion que j'ai avec l'invité, ou avec ce pote, ou avec cette personne avec laquelle je suis là. Notamment dans un format interview, tu vois, dans un format un petit peu plus discussion, comme je l'ai fait déjà avec Elio plusieurs fois, parce qu'on se connaît bien, il n'y a pas besoin de présenter deux fois quelqu'un, et là on est juste là pour discuter, c'est un petit peu différent. Mais quand vraiment t'es là, salut, interview, je te présente cette personne, et bien voilà, plutôt que de juste réciter mes questions l'une après l'autre sans les écouter, eh bien j'écoute la personne, j'ai envie de répondre, je suis réellement intéressé, j'essaie de donner ma pleine attention à cette personne plutôt que de la garder centrée sur moi-même. Et je pense que tout ça, ça contribue à montrer à l'autre personne, déjà que je la respecte, tu vois, et ça doit du coup aider à obtenir son respect également, tu vois, quand tu vois, oh putain, là, je viens de m'entendre dire, tu vois, désolé, je vais essayer de faire attention. Pareil, quand je suis en date, tu vois, quand je suis en date avec une fille, et cette année 2021, j'en ai fait, j'allais dire pas mal, non, j'en ai fait pas mal, j'en ai pas fait pas mal, mais j'en ai fait pas mal, et j'en ai fait quelques-uns, notamment via des applications de rencontres, hein, et ça fait longtemps maintenant, et d'autant plus cette année, que clairement, quand je vais à une rencontre avec quelqu'un que je connais pas vraiment,
j'essaye vraiment consciemment un petit peu de parler le moins possible de moi. Parce que déjà, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse absolument pas de parler de moi-même. J'ai l'impression de me connaître assez bien, vraiment zéro intérêt. J'ai vraiment envie d'apprendre à connaître l'autre personne et de l'encourager à parler elle. Là, c'est des filles, hein, je vais pas te le cacher, c'est des filles. Donc j'ai envie qu'elles me parlent d'elles-mêmes, tu vois, ça m'intéresse vraiment, j'ai envie de savoir qui elles sont. Égoïstement, j'ai envie de dire peut-être, parce que peut-être qu'elles apprennent moins à savoir qui je suis de cette façon. Après, de toute façon, ce genre de date, c'est toujours donnant-donnant. Tu poses une question, et toi ? Enfin, tu le dis pas comme ça c'est par message, c'est « Salut, tu fais quoi dans la vie ?» Alors moi, j'ai une boutique d'équipement et tout. Et toi ? Ouais, parce que je dis évidemment jamais que je suis sur les réseaux sociaux, ça, on est bien d'accord. Mais voilà, donc quand on arrive en face, voilà, j'aime pas vraiment parler de moi. Et je trouve ça un petit peu, ouais, enfin bref, je préfère garder certaines informations à révéler le plus tard possible. Mais aussi parce que j'ai envie d'entendre parler l'autre. Et je trouve ça très bien. Et je pense que la personne en face l'apprécie et le ressent parce que c'est sincère en plus, tu vois. Et c'est pareil quand je vois un pote ou que je suis dans un groupe de personnes, tu vois. Moi, j'ai pas d'intérêt à parler de moi. J'ai vraiment envie de laisser parler les autres pour comprendre qui ils sont, pour apprendre à mieux les connaître, notamment quand c'est des personnes que je connais pas encore très très bien, c'est poser des questions à la personne pour comprendre qui elle est, pour comprendre qu'est-ce qui l'intéresse dans la vie, pour comprendre ses intérêts. Toute cette information, cette connaissance, tout ça, autant l'accumuler précautionneusement. Tu sais jamais, ça pourrait être utile, entre guillemets, à un moment donné. Mais surtout, c'est sympa parce que la personne en face, elle sera contente, elle sera flattée de pouvoir te parler d'elle-même en voyant que tu sembles sincèrement intéressé à l'écouter. Voilà. Donc, au vu de tout cela, je t'encourage à nouveau, et je répète encore cette petite méthode pour aider à l'intégrer peut-être un tout petit peu plus, je t'encourage à cultiver l'empathie, à te dire qui est cette personne. Est-ce que j'essaie de me mettre à la place de cette personne et de me demander qu'est-ce qui l'intéresse, notamment lorsque tu te dis tiens, j'ai envie d'aller demander quelque chose à cette personne parce que moi, ça me servirait. Donc, d'autant plus dans ce genre de cas de figure, c'est bien si tu as déjà fait tout le taf en amont qui est d'avoir été sincèrement intéressé par cette personne et d'avoir l'impression de la connaître et de la comprendre un petit peu. Voilà, on passe à la méthode numéro 5 qui est d'éviter de critiquer ou de condamner ouvertement quelqu'un ou une action. Et là, à nouveau, comme d'habitude, j'ai envie de dire, ça semble un petit peu logique, ça semble un petit peu évident, mais ça fait partie des choses que nous, on fait assez souvent, peut-être inconsciemment, et que justement de se mettre cela dans la tête, de voir cela, d'en entendre parler pendant un quart d'heure par un mec sur un podcast, ça peut aider à mettre le doigt dessus lorsqu'on fait ce genre de choses, tu vois. C'est toujours possible de présenter une critique que tu aurais envie ou besoin de faire dans le cadre d'une interaction avec quelqu'un sous la forme d'une possibilité d'amélioration et sous une forme un petit peu moins personnelle, tu vois. Critiquer quelque chose ou quelqu'un, si la personne a l'impression que tu l'attaques elle-même et pas nécessairement autre chose comme peut-être son travail, déjà c'est pas ouf, tu vois. En plus, à nouveau, c'est souvent possible de présenter, entre guillemets, une critique comme une possibilité d'amélioration et s'améliorer, c'est bien, tout le monde a envie de s'améliorer et donc tu peux mettre en avant le fait devant l'autre personne, au lieu de lui dire ça c'est pas bien, tu peux lui montrer ses intérêts à elle, c'est entre guillemets de lui dire ceci te permettrait de t'améliorer là-dedans et d'être encore meilleur, tu vois. Et quitte à lui rappeler ses intérêts, tu peux lui dire, en souriant, tu peux relever une partie du mérite qui lui revient, quoi qu'il en soit, dans ce qu'elle a fait. Tu vois, à nouveau, toutes ces méthodes, comme je l'ai déjà dit, elles peuvent s'empiler. Tu peux les utiliser tout en même temps, sans abuser, bien sûr. Tu vas pas lui répéter son prénom 2 fois par phrase non plus, comme je l'ai déjà mentionné. Donc, quand tu as quelque chose à redire à quelqu'un ou à un message à faire passer, et un message qui est pas nécessairement, qui pourrait être désagréable à entendre, clairement, et ça, c'est pas facile au quotidien, et ça nous arrive très régulièrement d'avoir à délivrer ce genre de message, à dire non ou à faire des reproches, à faire des critiques, à avoir quelque chose à redire sur la façon de faire de quelqu'un, eh bien, il y a différentes façons de le faire qui vont plus ou moins être dans l'intérêt de tout le monde et dans l'intérêt de résoudre l'éventuel problème d'une façon rapide et efficace sans pour autant détériorer la relation entre les personnes. Et c'est ça qui est intéressant
est important, d'autant plus lorsqu'on est du coup dans une position de hiérarchie supérieure quelconque vis-à-vis de l'autre personne, parce que c'est souvent dans ce cas de figure que ça se passe. Assez souvent, c'est par exemple un patron qui doit dire quelque chose à un employé qui n'a pas été bien fait, ou bien un prof qui doit dire quelque chose à un élève, ou bien un parent qui doit dire quelque chose à son enfant. Quand il y a une relation de subordination quelque part, ou de hiérarchie, ou de statut social plus élevé entre l'un et l'autre, ça peut être d'autant plus important de ne pas laisser parler son ego lorsqu'on est dans la position supérieure, notamment parce que c'est plus souvent dans cette position-là qu'on va devoir avoir à émettre peut-être des critiques. Eh bien, simplement utiliser de son pouvoir pour faire les choses par la force et la menace, ça peut être rapide et efficace à court terme. Hein, tu vois, tu dis tu fais ça, tu fermes ta gueule, sinon t'es puni, sinon t'es viré, sinon tu prends 2 heures de colle. Ça peut marcher, ça marche très souvent d'ailleurs à mon avis, sauf que c'est un très mauvais bail au-delà de cet horizon très court, à mon avis aussi, et que c'est pas comme ça que l'autre non seulement va plus te porter dans son cœur et que votre relation va s'épanouir dans l'intérêt commun, mais en plus il y a d'autant plus de chances que cette personne te la mette par derrière à la première occasion où tu seras pas là pour la surveiller ou pour la fouetter ou pour la punir, etc. Et donc, je vais te présenter là tout de suite quelques petites pistes, entre guillemets, de comment présenter les choses, comment procéder pour critiquer quelque chose que quelqu'un a fait. Et je vais commencer juste par énumérer un petit peu ces 4... Il y a 4 points que j'ai relevés. Et ensuite, je ferai un exemple complet qui reprend ces 4 points en même temps, de façon à ce que j'espère que ça soit d'autant plus compréhensible. Et t'as vu, je me fous pas de ta gueule, hein. J'ai préparé mon sujet, tout ça, j'ai fait des petites listes numérotées, t'as vu les petits exemples. Bref, commençons. Le point numéro 1, c'est de commencer par relever le bon côté et ce qui mérite d'être loué dans ce qu'a fait l'autre personne. Tu vois, il y a toujours quelque chose de positif à relever. S'il a fait une petite couille à la fin d'un long processus qui était long, compliqué, peut-être plus ou moins, mais qui a demandé de faire certaines choses et de les faire bien, si tout ce que tu fais, c'est lui dire ce qui n'a pas fonctionné, eh ben c'est pas le bon bail. Et j'ai même un exemple qui me vient là tout de suite. Je l'avais même pas écrit celui-là, il me vient en le disant. C'est qu'à un moment donné, j'ai travaillé dans une station-service pendant 4 ou 5 mois. Je faisais tout, tu vois, j'étais à la station-service, donc les gens venaient au guichet pour payer l'essence. Moi, je remplissais les rayons. C'était une petite station avec des trucs à vendre et tout ça. Donc il y avait pas mal de choses à faire. Et j'avais une manager, évidemment, celle qui m'a engagé, celle qui me donnait mes horaires et tout ça. Et systématiquement, elle ne disait que ce qui n'allait pas. Et c'était un peu frustrant pour moi au début, et ensuite je me suis rendu compte en fait qu'elle faisait ça, et je l'ai pris un peu moins personnellement en mode ok, c'est pas parce qu'elle relève la moindre petite chose que j'ai fait mal, et la seule petite chose que j'ai fait mal, que tout le reste est mauvais. En fait, j'ai dû m'attribuer le mérite moi-même parce qu'elle me le donnait pas, tu vois. Typiquement, des fois, je fermais tout seul à 22h la station et tout. Il y a tout un processus à faire. Il faut rentrer les congélateurs de glace. Il y a plein de bails à faire et à ne pas oublier. Et si tu oublies le moindre petit truc, limite, elle m'appelait le lendemain, tu vois, même le dimanche, elle m'appelait en mode « Eric, tu as fermé samedi soir tu as oublié de faire je ne sais quel truc merdique. T'as oublié, ouais, enfin, tu vois. » Et là, je le dis comme ça, je suis pas tant que ça de mauvaise foi, c'est effectivement vrai, j'ai clairement oublié de faire ça et c'est ma faute, mais elle m'appelait juste pour me dire ça, tu vois, juste pour me dire Eric, tout était à chier en fait. C'est un peu comme ça que tu peux le prendre suivant comment tu le présentes. Donc, c'est important, je pense. Elle aurait peut-être pu, pour améliorer notre relation, juste me dire, Eric, c'est très bien, t'as tout rangé, t'as pensé à tout, t'as fermé à la bonne heure et tout. Par contre, t'as oublié d'enlever les articles qui étaient pourris le lendemain. Et ceux-là, normalement, il faut les enlever, il faut les mettre dans l'arrière-boutique, etc. Et voilà. Et là, je leur dis, ah ouais, excuse, désolé, je ferai attention. Et j'aurais une bonne... Enfin, tu vois, tu peux avoir une bonne relation. T'as envie que ton patron, il soit fier de toi, que ton prof ou que ton parent ou que ton père, ta mère soit fier de toi. Et s'il te le présente de cette façon, ça te met plus dans une situation de « Putain, j'ai envie de faire ça mieux pour le rendre fier que... » Putain, l'enculé, vas-y, tu vas voir, je vais te voler des trucs sans que tu le vois, tu vois, je vais te la mettre par derrière, tu vois.
Tu vois. Oh là là. Même moi, je le remarque maintenant, c'est pas possible. Donc voilà. Et même si la personne n'a absolument rien réussi, alors déjà, si elle a absolument rien réussi, bon, si c'est ton fils, bah voilà, ça reste ton fils, tu vois. À toi d'essayer de faire ce qu'il faut. Mais même s'il n'y a rien à récupérer dans tout le processus, eh ben quand même, cette personne a quand même eu le courage d'essayer de faire ça. Elle y était peut-être forcée, elle en avait peut-être aucune idée. Manifestement, c'était quelque chose de difficile et de pas gagner d'avance, qu'elle a vraiment rien réussi. Mais tu peux quand même relever le fait que c'était apprécié, courageux de sa part, que de se lancer là-dedans, alors que manifestement la tâche n'était pas aisée. Donc, commencer par relever le bon côté et ce qui mérite d'être loué. Dans ta demande, c'est bien, tu commences par le positif. Ça fait afficher un sourire. La personne se dit qu'elle a de la valeur et qu'elle a réussi quelque chose. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire porter indirectement l'attention sur l'erreur de la personne. Plutôt que de pointer du doigt « ça, c'était pourri, tu dois le faire mieux », eh ben, tu peux essayer de porter l'attention indirectement sur son erreur et tu peux commencer aussi par mettre en lumière tes propres erreurs. Parce que d'abord prendre la faute pour toi, souvent c'est assez facile, d'autant plus quand tu es dans une position hiérarchique. Tu vois, à partir du moment où tu es dans une position hiérarchique, c'est que, enfin tu vois, quand tu es un patron, selon moi, la plupart des patrons, eh ben, ils devraient ou ce serait bien de s'attribuer la responsabilité de quasiment tout. Et donc si ton employé ou ton élève, il a fait quelque chose de pas bien, bah, c'est un peu ta faute. Tu aurais dû peut-être mieux lui présenter les choses, mieux faire en sorte, mieux prévenir et avoir imaginé que ça pourrait se produire, ce qui s'est produit, et donc essayer de prévenir ce problème. Si toi-même tu l'avais envisagé, tu aurais pu aider cette personne à ne pas le faire et ça t'aurait aidé toi-même. Donc il y a toujours une part de responsabilité que tu peux t'attribuer à toi-même. Et si tu commences par relever ta propre faute, eh bien, tu équilibres tout de suite la relation. C'est pas moi je suis au-dessus, moi je sais ce qu'il faut faire et moi je suis parfait et toi tu as mal fait. C'est bah écoute, on fait tous des erreurs. Regarde, moi le premier j'en ai fait une. Et ensuite, une fois que tu as relevé ta propre erreur, eh bien, tu peux porter l'attention indirectement sur l'erreur des autres. Et voilà, un exemple de façon indirecte, je vais te le montrer dans l'exemple juste après. Je vais terminer avec cette petite liste. Le troisième petite chose qui peut être intéressante dans ta façon de présenter, tu as ta demande ou ta critique, c'est de préférer les questions ouvertes aux ordres directs et aux condamnations fermées, tu vois. Dire ça c'est pourri, et puis c'est tout. Bah là, il y a pas matière à discussion, tu vois. La personne, elle va juste te dire, ok, bah ce que j'ai fait, c'est pourri, et c'est même pas, j'ai le droit à la parole ou quoi. C'est fermé. Il y a pas matière à interprétation là-dedans, tu vois. C'est non, ça c'est pourri, c'est moi qui ai décidé. Ou bien tu fais ça parce que ça c'est pourri. Et ben voilà, la personne va juste se sentir contrainte, forcée, et puis ça va pas instaurer une relation très très cool. C'est souvent beaucoup mieux d'essayer de donner ce genre de feedback en posant une question. Tu vois, tu poses la question, tu dis pas ça c'est nul, tu dis comment est-ce qu'on aurait pu faire pour que ça se passe mieux? Comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème maintenant? Tu vois, déjà, ça empêche de créer de l'animosité chez l'autre personne en mode ah voilà, j'ai fait de la merde, le patron est chiant, il arrête pas de me dire que je fais ça bien, que je fais ça mal, ou bien mon pote, hein, tu vois, c'est pas forcément une relation avec une hiérarchie supérieure d'un côté ou de l'autre. Ça, évidemment, tout cela, ça peut être quand tu veux présenter une critique qu'un de tes potes a fait. Évidemment, si tout simplement tu poses une question à propos de tout ça, et ben déjà l'autre il va pas se sentir agressé directement, mais en plus ça va lui permettre lui-même, quand tu poses une question ouverte, en plus de réfléchir à la réponse, de réfléchir à la solution, et ça va lui permettre de la trouver lui-même. C'est lui-même qui va pouvoir réfléchir à comment résoudre ce problème. Et si lui trouve la réponse et l'énonce à haute voix, et que c'est la bonne réponse, entre guillemets, ou que c'est une réponse intéressante, eh ben lui-même va pouvoir s'accorder le mérite de ça. Elle-même va être fière d'elle en mode bah, elle va peut-être se rendre compte qu'elle a fait une erreur, probablement indirectement, elle va se rendre compte « Ah oui, c'est vrai, j'aurais pu faire ça autrement, ça aurait été mieux », sans que tu lui dises « Ça, c'est nul, tu aurais dû le faire mieux », et ben là, c'est elle-même qui va s'accorder le mérite et le crédit. Et là encore, du coup, tu l'entends, j'imagine, c'est un moment où il faut être capable de laisser son ego de côté, tu vois. Même si toi, tu as la réponse, eh bien, prends sur toi. Laisse-lui au moins l'occasion de la trouver par lui-même avant de la lui mettre sous le nez pour affirmer ta supériorité suprême, comme quoi toi, tu sais tout, lui, il sait pas, et tu lui laisses même pas l'occasion de rééquilibrer la chose. Alors oui, ça veut dire qu'il faut être d'accord
de surélever l'autre à nouveau ou de laisser l'autre se surélever lui-même plutôt que de profiter de cette occasion que tu aurais de l'écraser pour toi-même affirmer ta supériorité. Donc, à nouveau, prendre sur soi, laisser son ego de côté, favoriser l'ego de l'autre, c'est très important et c'est justement un petit peu ce qui est mis en avant dans le quatrième petit point sur la façon de présenter les choses aux autres, c'est de permettre à l'autre personne de sauver la face, permettre à l'autre personne de s'en sortir intact au niveau de son estime de lui et de sa réputation aussi, parce qu'on parlait d'ego, et ben réussir à canaliser ton ego, ça va souvent permettre par la même occasion de protéger celui de l'autre personne. Et ça, c'est très important pour préserver ta relation avec cette personne. Si la personne en face, après ton interaction avec elle, parce que tu l'as critiquée ou la façon dont tu as présenté les choses, elle s'est sentie humiliée, elle s'est sentie ridiculisée encore plus en public, tu vois, ça peut être face à toi, ça peut être devant d'autres personnes, et ça, qu'est-ce que c'est d'autant plus humiliant que de se faire rabaisser et pointer du doigt ces critiques, d'autant plus quand on les prend pour soi-même personnellement parce qu'elles sont pas présentées de la façon la plus productive possible, eh bien c'est pas bon. De même, si tu lui poses une question à moitié sarcastique, pour lui laisser trouver la réponse tout seul, c'est pas un bon bail, tu vois. Et évidemment, tu te rends bien compte, c'est la même chose, c'est comme si tu lui avais simplement dit « c'est pourri ce que t'as fait ». Donc, tu vois, perdre la face, c'est un des pires sentiments qu'on a en tant qu'être humain dans un contexte social. C'est super dangereux de passer pour un clown devant les collègues, devant les potes, devant le groupe, devant la tribu. Ton statut, il va immédiatement être rabaissé dans l'esprit de tout le monde, comme quoi, ah ouais, lui, il est nul, tu vois, lui, il a fait ça, c'était pas bien. Et inconsciemment, tu vas le baisser tu vas le baisser dans ton classement interne de l'importance des gens autour de toi. Lui, il est moins important parce qu'il se fait rabaisser devant tout le monde. Et se faire rabaisser devant tout le monde, c'est le premier pas vers se faire exiler du groupe. C'est le premier pas pour se retrouver tout en bas de l'échelle sociale, se faire virer et puis mourir tout seul dans la jungle. Voilà. Enfin, ça, c'était il y a très longtemps. Aujourd'hui, on craint un petit peu moins la mort, mais on a gardé cette forte peur d'être ridiculisé et rabaissé devant ses pairs, tu vois. En ce moment, je suis en train de lire le livre Sapiens, un livre très connu, extrêmement cool. J'en suis au début, mais purée, je suis déjà accro. C'est un livre génial sur l'évolution et l'épisode la semaine dernière, j'avais dit, ouais, tu te souviens, il y a des milliers ou des millions d'années, je sais plus exactement, on pouvait pas parler. Et quand j'ai pensé à ça après l'épisode, je me suis dit, mais Eric, putain, vas-y, apprends. C'est des milliers ou c'est des millions d'années, mec? Arrête de dire des trucs au bol comme ça. Du coup, ce livre, il était sur mon étagère, je l'avais acheté, il fait partie de la petite liste, il fait partie des livres qui sont à lire, et je les achète en avance comme ça, derrière je les vois et ça me rappelle de les lire. Et du coup, je suis parti sur celui-là après avoir fini celui d'avant. Et il est très très bien. J'en suis encore au début, tu vois, mais ça parle déjà de chimpanzés et on voit très bien à quel point on leur ressemble. On fait les choses comme eux, sauf qu'on est un petit peu plus sophistiqué parce que on est doué de conscience et on peut s'imaginer, on peut créer des choses, tu vois, on peut créer des systèmes fictifs comme l'argent, comme se raconter des histoires, plutôt que de simplement être capable de relever des faits comme oh, il y a un lion à la rivière, et ben nous on est capable de... Ouais, j'allais dire on est capable de mentir, mais je viens de lire dans le livre que les chimpanzés sont aussi capables de mentir. Ils peuvent émettre le cri qui veut dire « Attention, il y a un lion !» Et ce cri, c'est le cri qui fait que les chimpanzés se barrent et vont se cacher dans les arbres. Il y en a qui font ce cri. Quand il y en a un qui trouve une banane, ils font le cri « Attention, il y a un lion !» Comme ça, le singe dit la peur, il se barre. Et l'autre, il peut garder la banane pour lui, tu vois. Même les chimpanzés, ils profitent. Même les chimpanzés, ils influencent les autres. Bref, je vais m'arrêter là sur ce livre, hein. Mais très intéressant, si jamais ça t'intéresse. Sapiens de... je me souviens plus. Yoal Nova... bref, je le mettrai dans les notes de l'épisode parce qu'il a un nom... Harari, je crois il s'appelle. Un nom un petit peu compliqué, l'auteur, de tête comme ça. Bref, laisse ton ego et tes envies d'affirmer ta domination de côté, fais les choses bien avec la personne que ça concerne, pas besoin d'y mêler quelqu'un d'autre, pas besoin d'y mêler le groupe, pas besoin d'y mêler qui que ce soit qui n'a rien à faire là, et laisse l'autre personne s'en sortir la tête haute devant lui-même et devant les autres. Rapidement, je vais te donner un petit exemple qui reprend tous ces points que j'ai mentionnés, ces 4 petits points. Imaginons que j'ai un assistant personnel qui m'aide à écrire mes scripts de vidéo, ce qui n'est pas le cas, ça pourrait être stylé dans l'idée.
que je lui ai demandé de m'aider à écrire un script pour une prochaine vidéo, et il arrive, il me présente un texte qu'il a écrit pour la prochaine vidéo, sauf que c'est un texte qui est beaucoup trop formel, qui est beaucoup trop impersonnel, c'est clairement pas un script de vidéo, tu vois, il a bien compris, il a bien traité le sujet, mais c'est pas présenté du tout de la bonne façon, de la façon qui, moi, me plaît et m'est vraiment utile. Donc, ce que je peux commencer par faire, c'est commencer par lui dire que c'est très bien, lui donner son mérite, que le sujet est bien traité, que c'est très cool, c'est exactement ce que j'ai demandé, entre guillemets, c'est exactement ce que j'ai demandé. Je commence par relever le bon côté, tu vois, méthode numéro 1, petit point numéro 1, je commence par relever le bon côté, ce qui mérite d'être loué. Et ensuite, pour porter l'attention un petit peu indirectement sur son erreur, ce que je peux faire, c'est je peux dire « Ah ouais, c'est vraiment un très bon texte, le sujet est très bien traité, ça pourrait faire un très très bon article pour le blog du site internet. » Tu vois ? Et si je dis ça, c'est pour relever un petit peu le côté impersonnel et générique de ce texte par rapport au ton beaucoup plus personnel que j'emploie et que j'applique dans le contenu que je crée, que ce soit les podcasts ou les vidéos. Tu vois, je suis assez informel, je suis assez... je sais pas, normal, authentique. Alors ça c'est un mot compliqué, un adjectif compliqué, authentique. On en parlera une autre fois peut-être. Mais voilà, je suis pas en train de te réciter un article de blog. Et ça, forcément, il le sait très bien que les articles de blog, ils sont beaucoup plus impersonnels et génériques parce que c'est mon assistant, parce qu'il a déjà écrit des articles de blog, justement, et qu'on travaille ensemble, typiquement, tu vois. Et donc, ça pourrait être une occasion pour moi de porter un petit peu l'attention en direct sur l'erreur. À partir de là, je peux enchaîner en lui reprécisant ou en lui précisant que c'est ma faute, que j'aurais dû être plus clair en fait sur forcément s'il me l'a présenté. En plus, c'est vrai, c'est clairement de ma faute. S'il revient avec un truc impersonnel et formel, c'est que je lui ai pas dit assez précisément ce que je voulais, parce que c'est pas possible. Si j'avais dit que je veux un script que je puisse réciter et que ça soit un texte de vidéo, il l'aurait fait différemment. Donc clairement, c'est de ma faute. Donc une bonne chose à faire, c'est lui dire excuse, c'est de ma faute. Clairement, j'aurais dû être peut-être plus précis sur le ton ou sur la façon d'écrire tout ça. Et je peux enchaîner un petit peu derrière, par exemple, avec... Là, tu vois, j'ai essayé de trouver un exemple qui reprenait un petit peu le tout. Peut-être que c'est un petit peu exagéré, mais clairement, je pourrais me demander, du coup, ou limite, je réfléchis à voix haute en mode, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant, à partir de ce texte-là, pour le transformer encore davantage vers un format de script directement utilisable comme une vidéo. C'est un petit peu une question ouverte, tu vois, dans l'idée que lui puisse rebondir dessus en mode « Ah, mais en fait, j'ai qu'à le réécrire en langage parlé. J'ai qu'à le réécrire exactement comme tu le dirais dans la vidéo. Mais je garde les mêmes informations, c'est juste que je reformule les phrases. » Et là, c'est exactement ce que, à la limite, j'aurais pensé qu'il faudrait faire, mais c'est lui qui a trouvé la réponse. Et là, je peux dire, c'est cool, très bonne idée, bravo. Bravo, tu vois, faut pas, évidemment, il faut que, voilà, bravo. Oui, bravo, mais il faut présenter les choses bien, on est d'accord. Faut pas que l'autre ait l'impression que tu lui donnes des leçons indirectes non plus. On est d'accord. Donc ça se joue sur la perception, sur la relation, sur le moment. Dans un exemple comme ça, c'est peut-être plus difficile à faire transparaître, mais voilà, je peux dire ouais, pas con, c'est vrai que j'ai l'habitude de réciter mes scripts à voix haute avant les tournages, une fois en entier, pour être sûr de la formulation des phrases et tout, pour perdre le moins de temps possible pendant mes tournages. Et quand je dis ça, ça peut lui faire réaliser que lui-même, il peut très bien le faire avant de me rendre le texte, il peut très bien le lire une fois lui-même à voix haute, en se demandant et en se mettant à ma place, comme si c'était Eric Flag qui faisait une vidéo à ce propos, et se demander si ça colle à l'intonation, si ça colle au personnage, si ça colle à ma façon de parler en temps normal, en tant qu'être humain, mais du coup dans mes vidéos aussi, parce que j'ai l'impression d'être plutôt moi-même dans mes vidéos quand même, et voilà. Et si jamais il n'arrivait pas à ça, je peux très bien lui dire moi-même que en fait c'est vrai que j'ai l'habitude de réciter mon texte et de l'écrire exactement comme je le filmais. Donc ce serait peut-être encore mieux que d'écrire les scripts directement de cette façon. Tu vois, et sans lui dire c'est de la merde, réécris-le autrement, va le faire et reviens me présenter ça, j'ai déjà perdu assez de temps et toi aussi, vas-y, bouge ton cul. C'est pas du tout, ça va plus vite, hein, bien sûr, mais c'est pas du tout la bonne façon de présenter la chose, parce que là, dans ce cas de figure, il repart, il est content, il a trouvé comment améliorer lui-même son travail et celui à venir, et il doit se sentir mieux à propos de lui-même que si je l'avais juste rabaissé son travail et ce qu'il a fait en pointant juste du doigt la seule chose qui était mauvaise, typiquement. Je pense qu'il a pu sauver la face dans cette interaction et que notre relation ne s'en portera que mieux, en tout cas je l'espère.
Voilà. Donc, ces quatre petits points en plus, à nouveau, c'est de commencer par relever le bon côté dans ce qui mérite d'être loué, de faire porter indirectement l'attention sur l'erreur de l'autre, indirectement, c'est ça le mot-clé, et de commencer par mettre en lumière nos propres erreurs. Ensuite, de préférer les questions ouvertes aux ordres directs et aux condamnations fermées, et toujours de permettre à l'autre de sauver la face. Ça, si on arrive à faire ne serait-ce qu'un seul de ces petits points, c'est toujours mieux que de simplement critiquer ou condamner ouvertement quelqu'un sans qu'il y ait matière à interprétation, sans qu'il y ait matière à discussion dans la façon qu'on a eu de présenter les choses. Voilà pour cette méthode numéro 5 qui, à mon avis, peut clairement aider à être apprécié par les autres personnes, que ce soit ses potes, que ce soit ses employés, que ce soit ses profs. Peu importe dans quelle situation on se trouve, eh bien, je pense que c'est pas une mauvaise technique. On passe maintenant à la méthode numéro 6 qui est, à nouveau, tu vas me dire, c'est bateau, mais c'est full vrai. C'est full vrai, tu vois, pour bien parler français. Être honnête, responsable et respectueux. En gros, être comme tu aimerais qu'on soit avec toi-même. Être honnête, ça veut dire ce qu'on pense vraiment quand on le pense et quand c'est important, c'est-à-dire la majeure partie du temps. J'ai pas préparé d'exemple à ce niveau-là, mais c'est vrai que toujours dire ce qu'on pense, c'est pas la meilleure chose à faire, notamment dans certains contextes sociaux, quand il y a un petit peu de politique, etc. Toujours dire ce que tu penses vraiment à ton patron, c'est peut-être pas le meilleur bail. Je pense que tu es d'accord avec moi. Mais très souvent et dans différentes relations, notamment quand ce n'est pas une relation spéciale comme celle que tu peux avoir avec un supérieur, on dira... C'est important de dire ce que tu penses. Moi, je pense que c'est vraiment important. Et c'est encore plus important, du coup, de dire ce que tu penses de façon à faire transparaître qui tu es et de ne pas te faire passer pour quelqu'un d'autre en ne disant pas ce que tu penses. Tu vois, ce serait bête, en fait, d'appliquer toutes ces méthodes et de te faire apprécier. Mais en fait, la personne que tu fais apprécier, c'est pas toi. C'est pas toi parce que t'es pas toujours toi-même quand tu interagis avec les autres, tu vois. C'est pas très utile. Et en plus, ça te demanderait de continuer d'avoir à porter ce masque en quelque sorte que tu t'es créé, ce masque que tu as pris l'habitude d'avoir sur toi quand tu interagis avec cette personne. C'est « Ah oui, cette personne avec elle, tu te dis pas « je suis malhonnête », tu te dis pas « je me fais passer pour quelqu'un d'autre », tu te souviens qu'il faut peut-être prendre des pincettes, ça on est d'accord, c'est le tact, c'est très important le tact. Et comme je l'ai dit dans la méthode juste avant, il y a une façon de dire les choses, on est bien d'accord, mais il y a différentes façons de dire ce que tu penses et dire ce que tu penses de la bonne façon. C'est un bon plan pour être bien avec toi-même aussi, avec ta conscience et avec le fait que tu puisses simplement être toi-même avec cette personne et que tu ne doives pas te souvenir de qui tu es avec elle. Et parce que ça, c'est la merde, tu vois, quand tu commences à être quelqu'un avec quelqu'un et quelqu'un d'autre avec quelqu'un d'autre, c'est un petit peu la même chose que quand tu commences à mentir à quelqu'un et que tu dois te souvenir de tous les mensonges ensuite que tu mets par-dessus pour protéger le premier que tu avais fait, pour ne pas te faire démasquer. Et ensuite, ça s'empile. L'histoire devient de plus en plus compliquée à t'en souvenir. Ton masque devient de plus en plus détaillé avec plein de petites finitions et tout ça. Et à chaque fois que tu arrives devant quelqu'un, que tu dois retrouver le bon masque à mettre, ça devient de plus en plus difficile et ça se transforme. Ton masque, il se transforme en bombe à retardement, tu vois. Et à un moment donné, tu vas pas réussir à le sortir à temps et il va exploser. Il va exploser à la première couille inattendue. Par exemple, tu te retrouves avec deux personnes en même temps, et c'est deux personnes avec lesquelles, normalement, tu portes deux masques très différents, et tu peux pas mettre les deux masques en même temps, et ça explose. Voilà, ça explose. Et c'est la merde. Et ça, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien du tout, et c'est pour ça que, essayer d'être soi-même, d'être honnête avec les autres, c'est la meilleure façon d'être... c'est un bon plan pour être honnête avec soi-même, pour apprendre à se connaître soi et à se faire apprécier pour qui on est vraiment. C'est aussi important dans les dates, on dira, quand tu cherches à trouver quelqu'un avec lequel tu vas avoir des relations plus que amicales. Pareil, te présenter comme tu es et dire ce que tu penses. Ça, je l'ai appris aussi, je l'ai remarqué d'autant plus dans mes interactions avec des filles ces derniers mois, que vraiment dire ce que je pense, c'est juste full, c'est juste tout bénef, plutôt que de dire ce qui pourrait soit me mettre moi plus en valeur, soit X ou Y. Non, je dis juste ce que je pense. Comme ça, si la personne, elle est contente, elle est contente de moi, elle est contente de qui je suis, et ça pose les bonnes fondations plutôt que de poser des fondations pourries en mode je te montre l'image que j'ai l'impression que tu as envie d'avoir de moi pour m'apprécier. Non, salut, ça c'est moi, c'est un petit peu à prendre ou à laisser, je vais te présenter les choses comme il faut, mais c'est moi, voilà. Être honnête, c'est cool d'être honnête.
Être responsable, c'est très cool aussi. Prendre la responsabilité des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que ces choses soient bonnes ou mauvaises, prendre leur responsabilité, ne pas se plaindre trop souvent et surtout ne pas rejeter systématiquement la faute sur des facteurs externes. C'est probablement un bon moyen de se faire bien voir aussi, si tu veux mon avis. On connaît plus ou moins tous ce mec ou cette meuf qui s'attribue toutes les réussites qui lui arrivent et qui rejette tous les échecs sur autre chose ou quelqu'un d'autre. Ou, tu vois, sans être complètement catégorique, qui a cette tendance à s'attribuer la plupart des réussites. Et les échecs, quand t'as pas envie, voilà, c'est plus facile de dire et ça c'est pas de ma faute, c'est la faute de la météo, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de mon père, tu vois, qui m'a mal éduqué. Il y a peut-être du vrai là-dedans, mais est-ce que ton pote, il a envie de t'entendre te plaindre à propos du gouvernement toute la journée? Je sais pas. En tout cas, moi, ça me plaît pas. Ça m'amuse pas d'entendre des gens se plaindre du gouvernement toute la journée. C'est pas ça qui me donne envie de plus apprécier ces personnes. Ou de me dire, tiens, elle est vachement populaire cette personne, à mon avis. Bah non, tu vois, je pense pas. Je pense que t'as pas envie d'être vu comme ça. Et le meilleur moyen de pas être vu comme ça, c'est de pas être comme ça, c'est de honnêtement pas être cette personne. Alors ça, évidemment, c'est pas juste une technique où tu claques des doigts et ça y est, bouf, tu deviens bouffe, d'accord, ça y est, bouffe, tu deviens responsable et tu arrêtes de te plaindre, entre guillemets, tu te colles un sourire à la gueule et puis c'est facile. Pas forcément, ça c'est vraiment quelque chose en fonction des personnes et de nos habitudes et de notre personnalité. Ça peut demander plus de travail et d'effort en fonction de notre tendance de base. Du coup, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer de regarder les choses en face sur comment est-ce qu'on a l'habitude de se comporter. On se plaint tous. Moi, je suis le premier à me plaindre souvent de choses. Il y a différentes façons de se plaindre, il y a différentes façons de se plaindre devant les autres ou pas, et c'est quelque chose de pas mal à garder en tête. J'avais entendu parler d'une astuce d'ailleurs à propos de ça, je sais plus dans quel livre c'était, je suis sûr que c'était dans un livre, mais c'était une astuce où le mec, on dira, l'auteur ou quoi, disait que ce que tu peux faire, c'est tu prends un bracelet, tu te mets un nouveau bracelet au poignet, et à chaque fois que tu te surprends à te plaindre ou à rejeter la faute sur quelque chose, ou si quelqu'un te le fait remarquer, eh bien tu retournes le bracelet. Tu vois, c'est un genre de bracelet en silicone, là tu peux les retourner dans un sens ou dans l'autre. Et le but du jeu, le but du challenge, c'était de tenir une semaine sans retourner le bracelet. Ça, je t'avoue, je l'ai jamais essayé. Ça doit être hyper dur, ça doit vraiment pas être facile. Je suis sûr que la plupart du temps, notamment au début, tu te plains et tu le remarques pas et donc tu retournes pas le bracelet. Mais encore plus si tu inclus tes pensées dans le challenge, parce que ne jamais se plaindre à voix haute, c'est beaucoup plus facile encore, et ça reste difficile, mais c'est plus facile encore que de ne jamais se plaindre intérieurement. Alors ça doit être encore plus dur, mais dans le but d'interagir mieux avec les autres, c'est prioritairement, on dira, le fait de dénoncer ses plaintes devant les autres qui est le plus dommageable et qui est le plus important à éviter. Donc 7 jours, à mon avis, c'est ultra chaud. Mais ce qui est sûr, c'est que de juste essayer de faire ça pendant quelques jours, non seulement tu vas pouvoir mieux réaliser les moments où tu le fais, plus facilement prendre conscience de cette chose que tu dis ou que tu fais, que tu aimerais bien éviter de dire ou de faire, tu vas plus en prendre conscience, et même si tu vas pas y arriver pendant 7 jours à ne jamais te plaindre, ça peut que aider à diminuer la fréquence à laquelle on le fait. Et du coup, ce genre d'astuce, évidemment, ça peut marcher pour plein d'autres choses. Ça peut marcher avec plein d'autres choses qu'un bracelet. Ça peut être autre chose qu'un bracelet, ça peut être n'importe quoi. En fait, ce qui est cool avec le bracelet, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est quelque chose que tu as au poignet, quelque chose que tu peux voir facilement sans t'en rendre compte, on dira, parce qu'il est toujours là avec toi. Et en fait, c'est un rappel physique associé à un rappel mental. Et le rappel mental, ça peut être de ne pas se plaindre, mais ça peut être de plein d'autres choses que de ne pas se plaindre. Donc c'est bien, c'est un bon bail, c'est une bonne idée ce bracelet. Surtout que le mec, il en vendait, sauf erreur, des bracelets, tu vois, il vendait des bracelets spéciaux avec un côté d'une couleur, un côté d'une autre, un truc du genre. Et c'est une bonne idée parce que c'est un bracelet, tu vois, donc c'est pas quelque chose que les gens vont pas savoir en voyant ton bracelet que toi, ça t'évoque ça. C'est vraiment quelque chose juste pour toi, pour t'aider. Et certains vont plus loin, j'ai déjà vu, d'ailleurs, même
des gens que je connais, sauf erreur, je me souviens plus vraiment ou quoi, mais certaines personnes se tatouent carrément quelque chose, se tatouent un mot, se tatouent quelque chose qu'ils veulent se souvenir, ils se le tatouent sur le poignet ou quelque part où ils le voient souvent. Alors ça, c'est d'autant plus définitif, même si ça l'est pas complètement, on est d'accord. Mais voilà, tu peux commencer par un bracelet, une bague, un accessoire ou quoi que ce soit, et puis évoluer ensuite en fonction de ton envie d'engagement. À toi de voir. Mais c'est pas une mauvaise idée, cette histoire de bracelet, je trouve. Donc ouais, voilà, tu vois, quand tu es responsable, quand tu es cette personne responsable, les autres vont aussi le remarquer. Elles vont te voir comme ça, comme quelqu'un qui est responsable et qui est pas juste une victime, entre guillemets, et qui se positionne comme une victime. C'est plutôt ça, parce qu'être une victime, ça peut être interprété différemment, mais quand tu te plains et que tu rejettes la faute, tu te positionnes comme une victime. Et ça, les autres le ressentent, le voient, et forcément, ils te baissent dans leur échelle sociale. Ils te font pas monter, tu vois. Et quand tu es vu comme quelqu'un de responsable, quand tu vas vers les autres et tu leur dis « T'inquiète, c'est bon, je vais résoudre ce problème, je prends la responsabilité de faire ci, de faire ça », ces personnes vont pouvoir prendre l'habitude de donner à ta parole la valeur qu'elle mérite, parce que les actions suivent les paroles, et ça, c'est très important. Elles vont croire ce que tu leur dis, ce que tu leur promets, elles vont savoir qu'elles peuvent compter sur toi, elles vont te faire confiance. Bref, c'est que du bon. Elles vont plus t'apprécier, bien sûr. Et plus que de l'appréciation, mieux que de la sympathie, de la popularité, être honnête, être responsable, ça te fera gagner du respect, ça te fera gagner du respect sincère. Et il vaut mieux ce respect à long terme, même si c'est pas toujours pour dire ce que l'autre préférerait entendre sur le moment. Je pense que ce respect à long terme, il est plus intéressant pour toi que de la sympathie à court terme, notamment grâce à des paroles qui te ressembleraient pas. Donc ouais. Et ce respect, tu peux. Voilà, je dis ça parce que je te dis, quand je dis tu dois ou tu veux ou il faut que, je dis ça pour moi. Hein, j'aime pas, évidemment, tu vois, à nouveau, j'aime pas donner des ordres, j'aime pas faire des podcasts et dire ma méthode c'est la meilleure, faut la faire. Non, en fait, c'est plutôt à moi que je les donne les ordres. Parce que je parle sans toujours réfléchir. Mais évidemment, c'est à mon avis, hein, je pose le à mon avis pour me protéger personnellement, pour pas qu'on puisse m'attaquer. Je pense que tu veux donner ce respect par défaut aux personnes que tu croises. C'est ce que j'essaye de faire moi-même, en tout cas, plus ou moins, au quotidien, tout ça. J'essaye d'appliquer mes propres conseils. J'aime penser que j'y arrive plus ou moins et que je suis loin d'être parfait, bien sûr. Mais c'est aussi des rappels pour moi que de faire ces épisodes, tu vois. Moi, je me rappelle moi-même en parlant pendant 1 heure. Eric, tu dis ça, tu es cette personne, tu montres aux autres, tu donnes aux autres cette image de quelqu'un qui manifestement applique cela, et ça me met une petite pression en plus pour les appliquer d'autant plus. Alors que forcément, tout ça, c'est basé sur, pas juste sur des trucs que je pense qu'ils sont bien à faire, mais sur des trucs que j'essaie déjà de faire. On est d'accord. Donc, donner le respect par défaut aux autres, je pense que c'est une bonne idée de donner le bénéfice du doute, de donner par défaut l'autre, tu le respectes, tu lui donnes le respect qu'il mérite, que toi tu aimerais bien qu'on te donne quand on te rencontre aussi pour la première fois. Et respecter les autres, pour moi, ça implique aussi typiquement de prendre en considération les ressources des autres et de les économiser comme tu aimerais qu'on économise les tiennes. Là, bien sûr, l'exemple du temps, c'est facile. C'est facile de prendre le temps comme ressource que tu aimerais bien qu'on économise en ce qui te concerne, et donc garder ça en tête, d'économiser celle des autres. Et souvent, économiser le temps des autres, c'est économiser le sien. C'est ça qui est extrêmement bien. Je vais pas m'étaler là-dessus trop longtemps, mais un petit exemple auquel j'ai pensé et que je remarque et que j'apprécie beaucoup au quotidien, c'est dans les interactions qu'on peut avoir avec les autres dans des emails. Et là, je pense que ça te concerne. Tu pourrais te reconnaître là-dedans suivant ton métier ou dans quoi tu travailles. Mais quand tu reçois beaucoup d'emails et que le mec, il te pose juste... que la personne qui a une proposition à faire, qui est bien présentée, qui met tes intérêts en premier en avant et qui est concise sans écrire plus que nécessaire pour économiser ton temps, et qui en plus évite directement de s'envoyer 14 emails à la suite pour toutes les petites choses, c'est le mec qui t'écrit « Ça y est, salut, j'ai ça à proposer, c'est dans ton intérêt pour X raisons, est-ce que tu as envie qu'on en discute? Ça va te prendre 10 minutes, on en parle pendant 10 minutes, voici des créneaux, on peut se parler demain à 16h, jeudi à 18h, etc. » Quand tout est là d'un coup, moi j'adore personnellement, parce que si quelqu'un m'écrit, c'est comme dans les DM sur Instagram, des fois je reçois des DM, alors déjà il y a les salut ça va, ça forcément je suis désolé mais je réponds pas, tu vois, parce que pour moi c'est une perte de temps et c'est presque un manque de respect entre guillemets, dans le sens où moi je n'irais pas écrire à quelqu'un salut ça va, parce que ça force à la personne de dire oui,
Et toi? Et qu'est-ce que tu veux me demander, entre parenthèses? Vas-y, demande tout de suite, quelque part. Ou bien, est-ce que je peux te demander quelque chose? Tu vois, si quelqu'un il t'envoie un email, un collègue il t'envoie un email, il te dit ouais, j'ai un petit problème, ça te dérange si est-ce que tu pourrais peut-être m'aider à le résoudre? Bah t'as pas envie de te lever pour aller jusqu'au bureau du collègue pour lui dire mec, c'est quoi le problème? Pourquoi tu l'as pas tout de suite écrit dans l'email? Que je sache tout de suite si je puisse t'aider ou pas, sans que j'ai besoin de te dire oui, vas-y, dis-moi. Tu vois, les gens qui économisent le temps des autres comme ça, moi j'adore, je les admire, je les respecte d'autant plus, et parce que je me sens respecté aussi. Et je trouve ça, voilà, je trouve que c'est une marque de respect importante, appréciée, et consciemment appréciée par la plupart des gens, souvent, quand tu économises leur temps. Bref, être honnête, être responsable, être respectueux, en gros, être comme tu aimerais qu'on soit avec toi-même en quelque sorte, eh bien, c'était cette méthode numéro 6. Ce qui nous amène à la dernière méthode. Et ouais, la numéro 7. Bon, c'est peut-être un peu moins une méthode que les autres, qu'un rappel supplémentaire qui se fusionne en une jolie conclusion pour toutes ces belles méthodes. Voilà, c'est peut-être une méthode un peu moins explicite, mais j'avais quand même envie de la mettre parce que je me suis dit, ouais, 7 méthodes, c'est mieux que 6 méthodes. 6 méthodes, j'ai déjà fait, il faut qu'il y en ait 7. En plus, 7, c'est mon numéro préféré. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien le chiffre 7, il est joli. Bref, méthode numéro 7. Tu dois être sincère dans ta démarche et tes propos. You have to mean it. You have to mean it. Tu vois, tu dois le miner. Tu vois, ce verbe mean, duquel j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast sur, c'était quoi, sur le sens de la vie, on en avait parlé. C'est un verbe sympa, je crois pas qu'il se traduise facilement en français, mais you have to mean it. Tu dois être sincère. Ceci, bien sûr, s'applique, comme je l'ai déjà mentionné au moins 14 fois dans ces 2 épisodes, mais c'est parce que c'est très important. Ça s'applique pour toutes ces méthodes. Il faut faire ça dans une démarche sincère. Si tu fais tout pour jouer des apparences et que dans le fond tu penses qu'à ta gueule, bah ça marchera pas. Et très 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 souvent, ça va empirer les choses même. Ce serait mieux de n'avoir rien fait que d'avoir fait ça purement en pensant qu'à toi, en t'en foutant, entre guillemets. Les autres, les êtres humains, ils sont vraiment pas cons. Et on a tendance à l'oublier parfois, quand on pense qu'à soi, notamment, on a tendance à oublier les autres et à oublier à quel point on n'est pas tant que ça plus intelligent qu'eux, en fait, tu vois. La grande majorité des autres savent très bien quand tu te fous de leur gueule, et très souvent, ils vont le remarquer, et ils vont pas te faire comprendre qu'ils l'ont remarqué. Ils vont retourner le piège contre toi, en quelque sorte. Ils joueront, peut-être limite, ils vont jouer les cons. Ils vont faire, ah oui, tu me prends pour un con, eh ben je vais te faire croire que je suis con pour moi-même retourner le piège contre toi. T'as essayé de m'avoir, eh ben c'est moi qui vais te prendre comme un con et qui vais essayer d'utiliser tes vieilles méthodes contre toi-même. Et ça, c'est pas bien, c'est pas bon pour toi, clairement, parce qu'au final, c'est souvent toi le dindon de la farce, ça. Et parfois, tu t'en rends même pas compte, notamment quand t'es complètement obnubilé par toi-même et tes propres intérêts. Typiquement, mini-exemple, je vais essayer de pas trop m'étaler dans les exemples, mais je trouve ça sympa de donner des exemples. Je l'ai déjà mentionné une ou 2 fois, mais moi je regarde Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est cette émission à la télé où il y a des gens sur une île déserte qui doivent vivre ensemble, faire des épreuves et s'éliminer les uns les autres. C'est un jeu que moi j'adore. Pourquoi? Tu vas peut-être le comprendre. Parce que c'est pas un jeu où c'est le plus fort physiquement qui gagne. C'est pas un jeu où X ou Y, c'est vraiment un jeu d'interaction sociale. C'est être suffisamment apprécié par tout le monde. Parce que c'est un jeu où tu dois éliminer les gens, tu dois voter pour les gens pour les éliminer, et à la fin du jeu, c'est les gens que tu as toi-même éliminés qui vont devoir voter pour déterminer si toi tu mérites quand même de gagner. C'est un jeu extrêmement passionnant, moi je trouve, sur le point de vue social, parce qu'en plus tu as les interviews des gens qui te disent ce qu'ils pensent, tu vois comment ils se comportent devant les autres, et ensuite ils parlent à la caméra en off pour dire réellement ce qu'ils pensent et pourquoi ils font certaines choses ou quoi, et je trouve ça passionnant d'un point de vue social. Moi, forcément, ça me fascine et je trouve ça très très cool. Et on se rend bien compte en regardant cette émission, typiquement, que parfois il y a des gros stratèges. C'est ceux qui justement essayent vraiment de jouer dans leur intérêt à eux, qui vont dire des choses à certains, qui vont mentir à l'un, qui vont mettre des stratégies en place vis-à-vis des autres, etc. Et généralement, c'est pas une mauvaise chose d'avoir des stratégies. À mon avis, il faut être stratège dans ce jeu pour gagner, c'est sûr et certain. Mais ceux qui sont stratèges, qui sont ultra confiants, sont généralement en fait les pires stratèges, parce que au final tout le monde se rend compte que c'est des gros stratèges qui sont là juste pour qui sont juste là pour leur gueule. Ils s'en rendent pas compte, ils sont aveuglés par leurs propres sentiments de supériorité et leurs propres intérêts, et ils se font tège très rapidement en mode oh putain je l'avais pas vu venir.
Et ouais, je trouve que c'était un exemple assez parlant de ça, et je trouve ça intéressant, ce jeu du coup qui nous remet un petit peu dans ce contexte de survie aussi, donc ce contexte un petit peu primitif où il faut s'en sortir. Non seulement il faut survivre, il faut chasser sa nourriture et tout ça, mais en plus il faut survivre aux autres, il faut survivre avec les autres, il faut survivre aux autres, ça veut dire survivre plus longtemps qu'eux. Mais ça n'empêche que c'est eux, au final, qui vont te sacrer champion. Donc c'est vraiment un concept bien pensé qui n'a pas été inventé par TF1. Sauf erreur, ça a été inventé par des Néerlandais qui avaient fait un truc Expédition Robinson. Je crois que j'avais même été lire les pages Wikipédia de tout ça, tu vois, c'est dire. Parce que je regarde aussi la version américaine qui est cool, mais qui est dans la culture américaine. Et purée, eux, ils sont hardcore niveau stratégie et tout. Vraiment, les Français, j'ai envie de dire, la version française, la stratégie, c'est mal vu quelque part. Dans la version américaine, c'est glorifié, justement, tu vois. Donc c'est là que tu vois qu'il y a la culture qui rentre en jeu. Bref, je trouve ça intéressant. Je trouve ça cool. Ouais, je te parle un peu de ma vie, tout ça. Donc voilà, sois sincère. Voilà, ne te colle pas un faux sourire forcé. Demande pas à quelqu'un comment s'appelle sa mère. Essaye pas faussement de surélever l'autre, de faire ressortir ses intérêts. Si tu t'en bats les steaks comme jamais de lui ou d'elle au fond de toi, c'est pas intéressant. Même si ta démarche, elle est 100% égoïste, même si vraiment tu veux agir que dans tes intérêts, eh bien, j'espère avoir peut-être pu montrer comme quoi ça peut très souvent être contre-productif de le faire, parce que les gens vont s'en apercevoir. Ils vont peut-être pas s'en apercevoir tout de suite que tu les utilises ou que tu es vraiment là que pour toi. Mais quand les gens ils vont s'en apercevoir, ils vont se sentir trahis, trompés, et ils vont avoir envie de vengeance et de représailles très souvent. Et ils vont essayer de retourner, et ils ont bien raison, j'imagine. En tout cas, c'est notre instinct naturel de survie qui s'exprime. Ils vont avoir envie de retourner ton piège contre toi. Et s'il s'avère que tu les avais grandement sous-estimés et qu'ils sont plus malins et plus intelligents que toi, ils vont peut-être effectivement pouvoir te la mettre à l'envers, et c'est toi qui vas perdre la face devant tout le monde derrière. Et ça te coûtera bien plus, égoïstement, ça te coûtera bien plus que si tu n'avais pas essayé de te forcer là-dedans dès le départ. Et tu avais juste en mode, ok, bon, si je m'en fous complètement de lui, je vais pas essayer de faire semblant, je vais peut-être essayer de le comprendre en fait, peut-être. Tu vois, si tu t'en fous de lui, pourquoi te poser la question, en fait je m'en bats les steaks de cette personne, mais si elle est vraiment importante pour moi, en fait ça peut être intéressant, ça peut peut-être être intéressant, et donc ça peut être intéressant de vraiment chercher à comprendre cette personne. Tu vois, à mon avis, chaque personne autour de toi, autour de moi, elles ont toutes quelque chose à nous apporter, elles ont toutes quelque chose à nous apprendre. Parce qu'on n'a pas la science infuse, parce qu'il y a toujours quelqu'un. Chaque personne, elle a vécu des choses que tu n'as pas vécues, elle sait faire des choses que tu ne sais pas faire, elle peut t'apprendre ces choses, c'est sûr et certain. Et donc, vu que chaque personne, elle possède ce pouvoir, elle possède cette connaissance, et le pouvoir et la connaissance et l'information, c'est le pouvoir, tu vois, si tu veux mon avis, eh bien, chacune de ces personnes autour de toi mérite ton attention, mérite ton intérêt, mérite ton respect sincère. Et en plus, à l'exemple de l'opposé, à l'opposé de l'exemple égoïste que je viens de citer, comme quoi dans le cas de figure où tu es 100% égoïste, eh bien, à nouveau, sincèrement t'intéresser aux autres personnes, à mon avis, c'est aussi le meilleur moyen de purement égoïstement faire avancer tes propres intérêts. Parce que ça te permet de te faire apprécier des autres, les autres vont t'apprécier, ils vont répondre favorablement à tes demandes, et ça va faire avancer tes intérêts égoïstes. Et donc, être sincèrement intéressé par les autres, quand tu es centré sur toi-même ou pas, c'est de toute façon la meilleure chose à faire. Tu vois, moi, c'est la preuve de la supériorité de simplement, réellement rester ouvert avec les autres, leur accorder l'importance, le mérite, le respect et l'attention qu'ils méritent. Et tout ça, on le fait sincèrement, parce qu'on se rend compte que le faire sincèrement, c'est la meilleure des façons de procéder. Et pour conclure gentiment, pour transitionner vers la fin de ce double épisode, on dira, je voulais rappeler un truc auquel j'ai pensé également, c'est que par rapport à toutes ces méthodes et toutes ces techniques, tu vois, déjà, il faut pas oublier que les choses les plus importantes dans la vie, elles sont non transactionnelles par définition. Tout ce qui a le plus de valeur dans notre vie en tant qu'être humain, les choses qui auront de l'importance quand tu seras sur ton lit de mort et que tu vas mourir, c'est pas des transactions. C'est pas que tu as échangé ci avec ça pour obtenir telle ou telle chose de cette personne. Tu vois, c'est des valeurs bien plus, des émotions bien plus universelles qu'on ne peut pas, tu vois, on peut pas forcer quelqu'un à nous aimer.
Tu peux pas forcer quelqu'un à l'aimer en dépensant de l'argent, en argumentant, en faisant quoi que ce soit. Tu peux pas négocier avec tes potes pour qu'ils te tiennent sincèrement compagnie parce qu'ils t'apprécient. Tu peux pas payer ton boss pour qu'il te respecte, tu vois. On peut pas acheter le respect de qui que ce soit. Si on doit argumenter dans tous les sens pour que quelqu'un nous fasse confiance, c'est que c'est déjà foutu en fait. C'est foutu avant même qu'on essaye d'argumenter qu'il devrait nous faire confiance. C'est limite, on se contredit au moment où on ouvre la bouche. Et donc, chercher le bonheur, chercher l'amour, chercher le respect à coup de transaction, c'est peut-être s'empêcher en fait tout simplement de le trouver réellement et de l'obtenir réellement. Quand on a besoin de forcer des transactions ou des conditions pour obtenir ces choses, eh ben, on les détruit souvent par la même occasion. Et ça, c'est pas bien, c'est pas cool. Le but, ce serait peut-être que nos actions qui affectent les autres soient des fins en soi et non des moyens d'arriver à nos fins. Si on fait quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, on le fait pas pour obtenir quelque chose de cette personne, mais on le fait parce que c'est une fin en soi, ça nous fait réellement plaisir. Ça nous fait réellement plaisir de faire ces choses et de les offrir aux autres inconditionnellement autour de nous, par exemple, tu vois. Tu souris, on sourit aux autres parce que ça nous fait nous sentir bien de sourire aux autres et de leur envoyer gratuitement le positif. On le fait pas pour obtenir quelque chose en retour. C'est le meilleur moyen de se sentir bien dans ce que tu fais et c'est la meilleure façon pour que les autres te le rendent au maximum, à mon avis. Tu vois, j'achète des fleurs à ma meuf parce que ça me fait sincèrement plaisir de voir son visage s'illuminer et je le fais pas pour obtenir des faveurs sexuelles plus tard. Tu vois, ça peut arriver aussi, mais au final, tout le monde y gagne dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas de meuf, hein, je précise, mais c'est une bonne façon d'aborder l'idée d'aller acheter des fleurs pour sa copine, peut-être, je sais pas, tu vois. Donc voilà. Tout ça, bien sûr, toutes ces belles choses, toutes ces belles valeurs que je te balance. Oui, sois gentil, sois bienveillant, sois respectueux. Toute cette présomption de bienveillance à accorder aux autres, on est bien d'accord. Hein, tous les êtres humains sont pas tous tout beaux, tout jolis. Hein, ça, je tiens à le préciser quand même. Ou en tout cas, ils apprennent peut-être à le devenir. On a tous vécu des choses qui nous ont transformés, qui nous ont traumatisés ou même influencés à différents degrés, le bien, le mal, je vais pas entrer là-dedans, hein. Pour moi c'est vraiment pas le sujet de l'épisode, mais c'est important de faire tout ça. Je pense que c'est cool d'offrir le bénéfice du doute et de respecter par défaut tout le monde autour de soi, mais c'est important de garder un troisième œil ouvert aussi pour démasquer les personnes qui chercheraient à nous marcher dessus justement et à profiter de nous et de notre gentillesse, entre guillemets, pour rapidement leur faire comprendre que c'est vraiment pas dans leur intérêt en fin de compte que d'essayer d'en profiter, que d'essayer de profiter de nous et d'utiliser des méthodes un peu cheloues voilà, les gens qui justement transparaissent comme étant là pour eux, comme t'utilisant. Ça peut être facile d'utiliser quelqu'un qui, entre guillemets, te fait confiance par défaut. Je te dis pas qu'il faut faire confiance à tout le monde. Mais je te dis que ça peut être sympa, plus rapide, plus intéressant et agréable pour tout le monde si la plupart des gens donnent le bénéfice du doute autour d'eux, plutôt qu'on soit tous ultra méfiants de base en mode lui il va m'influencer, lui il va me manipuler, lui il veut obtenir quelque chose. Voilà, il faut cultiver son intelligence sociale au maximum, c'est-à-dire comprendre ces méthodes. Ça permet aussi de les reconnaître chez les autres et de juger de si c'est intéressé ou pas, si c'est sincère ou pas, ce qu'on nous dit, raconte et propose. C'est important parce que être gentil, entre guillemets, c'est cool. Je te dis pas d'être gentil aveuglément, être trop gentil, comme on dit. Trop, par définition, c'est souvent un petit peu trop. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut cultiver c'est absolument primordial de cultiver la sincérité dans ses actions, dans nos actions autant que possible, je pense, pour que tout le monde y gagne à long terme. Nous, le premier, hein, pour que toi, tu gagnes le plus, je pense que c'est un bon bail. Pour que moi, je gagne le plus, je pense que c'est un bon bail. Et très, très, très souvent d'ailleurs, il n'y a pas que nous qui gagnons dans l'histoire. Les autres y gagnent aussi, je pense. Voilà. Bref. Voilà pour cet épisode. J'espère que tu as trouvé de la valeur dans ce double épisode qui était bien long au final. Hein. Je suis bien content d'en avoir fait 2, on est d'accord. J'espère que certaines de ces choses te serviront, te viendront à l'esprit plus tard dans tes interactions avec les autres, qu'elles pourront te servir ou qu'elles t'ont déjà servi, que tu les as reconnues après coup comme David par exemple, et que tu as trouvé ça cool et intéressant. Bien sûr, comme toujours, avec n'importe quelle technique d'influence et de manipulation, si on peut dire, elles sont inertes de base à mon avis. C'est vraiment les intentions
de la personne qui les utilise qui rendent une technique bonne ou mauvaise. C'est vraiment, voilà, c'est à toi de procéder en ton âme et conscience avec toutes ces armes extrêmement puissantes. Et j'en avais pas reparlé directement dans cet épisode, mais je vais rementionner ce livre du coup de Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, comment se faire des amis, tu retrouveras ça partout, il est très populaire, même dans des librairies physiques, je l'ai déjà vu, c'est un livre très sympa qui revient un petit peu là-dessus, sur certaines de ces choses, pas toutes, pas directement de la même façon, etc. Le livre, bon, il peut être un peu pompeux parfois, c'est vrai que les exemples, alors ils datent pas d'il y a 70 ans, ils ont été actualisés, mais ils datent quand même un petit peu parfois, je trouve, et il me semble me souvenir que vers la fin, ça devenait un petit peu fatigant à lire, je trouvais, mais je trouve que ça en valait la peine et que c'est un livre très intéressant à lire. Clairement, moi, il m'a marqué et je l'ai trouvé passionnant. Je l'ai même relu une deuxième fois, du coup. Et on peut aussi l'utiliser comme un manuel. D'ailleurs, je l'ai ici. On peut même l'utiliser, parce que je l'ai refeuilleté là juste avant cet épisode, et j'ai même vu que la toute première page du livre, en fait, il t'explique comment utiliser ce livre, et je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça stylé, je vais essayer de te résumer ça rapidement, mais il dit, la toute première page, c'est vraiment avant même qu'il commence le livre, il te dit comment obtenir le plus possible de ce livre. Je vais te le résumer rapidement, mais en gros, il dit qu'il faut développer un profond désir de maîtriser les principes des relations humaines, donc il faut rester ouvert à tout ça. Il conseille de lire chaque chapitre 2 fois avant de passer au suivant. Il conseille au fur et à mesure que tu lis de t'arrêter régulièrement pour te poser la question de comment est-ce que tu peux appliquer ça, comment est-ce que tu peux appliquer les conseils, les suggestions. C'est ce que j'essayais de faire aussi en te donnant des exemples dans ces épisodes. C'est évidemment ce qu'il fait aussi dans le livre, il donne des exemples, mais c'est bien d'essayer de réfléchir à comment toi ça peut te servir, entre guillemets, comment tu peux l'appliquer. Et puis il dit voilà de revoir le livre régulièrement, enfin bref, il te demande de garder son livre sur ta table de chevet, on est d'accord, mais c'est pas nécessairement une mauvaise idée. Il dit aussi de prendre des notes, d'écrire un petit peu les choses qui te marquent, et ça te permet, quand tu les écris, de mieux t'en rappeler. S'il y a vraiment un point, tu te dis ah ouais, ça c'est important, j'aimerais bien réussir à m'améliorer, à me souvenir de ci, de ça, en faire une petite note, écrire ça dans les notes de ton téléphone par exemple. Ça peut acheter un bracelet, t'acheter un nouveau bracelet symbolique, ça peut éventuellement t'aider à faire tout ça. Et bien sûr, tous ces conseils sont applicables avec ces épisodes de podcast, bien sûr. Je t'encourage à les écouter tous les jours, à nouveau, encore une fois, pour bien t'intégrer le truc. Non, j'exagère, mais à toi de voir qu'est-ce qui te semble intéressant là-dedans à t'en souvenir, et éventuellement, là tout de suite, à mettre rapidement en place des méthodes pour t'en souvenir, parce que si tu te dis je le ferai plus tard, tu risques de jamais le faire, et ça pourrait être dommage. Donc voilà, après évidemment tu fais comme tu veux, et j'espère que tu auras trouvé quelque chose qui te donnera envie de changer ta façon de faire, parce que tu penses que ce sera mieux pour toi et ça sera mieux pour les autres. Voilà. Ce livre donne encore plus de méthodes et de points que j'ai pas mentionné dans cet épisode. Comme j'ai dit, c'est pas un résumé du livre, mais au dos du livre, il donne une toute petite liste rapide de ce qu'il y a dans le livre. Les 6 moyens de faire en sorte que les gens t'aiment bien. Ça, c'est ce qu'il y a dans le livre. Les 6 méthodes pour que les gens t'aiment bien. Les 12 méthodes pour que les gens pensent comme toi. Les 9 méthodes pour les 9 méthodes pour changer les personnes sans créer d'animosité négative en elles. Voilà, tu vois, dans le genre influencer les gens, effectivement, il y a ça. Et donc, dans la version française qui s'appelle « Comment se faire des amis », et que je sais pas si au dos du livre c'est écrit que tu vas pouvoir changer les gens sans qu'ils s'en rendent compte, entre guillemets. Je sais pas si c'est la meilleure façon de se faire des amis. Donc voilà, je trouve que la version américaine est un petit peu plus honnête, en tout cas, sur ce qu'il y a dans ce livre. Quoi qu'il en soit, c'est intéressant, comme je l'ai dit, c'est voilà, la manipulation, entre guillemets, tu l'utilises comme tu veux, pour le bien ou pour le mal. Et je te laisse à toi-même le soin de définir ce que sont ces deux choses dans tes interactions avec les autres. Voilà, je te mets le lien en description, tout comme le lien de l'autre livre que j'ai mentionné. C'est la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté pendant 1 heure et quelques encore. T'es un boss. Si t'écoutes jusque-là, je tenais à te le dire, t'es un boss, parce qu'il y en a qui écoutent pas jusqu'au bout, et du coup, ceux qui écoutent jusqu'au bout, j'ai envie de leur dire que c'est des boss. Donc, t'es un boss, vous êtes des boss, voilà. Et merci pour les messages vocaux, ça fait grave plaisir.
C'est ultra cool. On se voit la semaine prochaine avec une interview qui sera filmée, qui a été filmée, qui sera sur ma chaîne YouTube en même temps, qui sortira également jeudi 17h en live sur la chaîne YouTube et en audio sur ce podcast également. Voilà, si jamais tu veux nous voir discuter, ça sera possible. Et je rappelle, ce samedi 13, il y a ma vidéo en rapport avec ce que j'ai dit dans un épisode de podcast précédent qui sort, une expérience que j'ai voulu faire de productivité, de contrôle sur moi-même pour me forcer à faire les choses, et les conclusions sont intéressantes. Je te laisserai juger de ce que tu en penses et de ma façon de les présenter. Bien sûr, vidéo d'une dizaine de minutes, voilà, c'est pas un gros investissement, mais ça m'aide. Si tu regardes la vidéo, ça m'aide, tu vois. Parce que le podcast, quelque part, entre guillemets, je m'en fous. Il n'y a pas d'algorithme, tu vois, je balance les trucs, je les balance bouteille à la mer, ceux qui la trouvent, tant mieux. Mais sur YouTube, il y a un algorithme de fou qui peut faire exploser ta vidéo, et ensuite, tout le monde la regarde, et ensuite, tout le monde est plus heureux dans sa vie parce que la vidéo, elle était cool, tu vois. Donc, si tu regardes la vidéo, tu la regardes jusqu'au bout, ça m'aide de fou. Et évidemment, ne le fais que si ça te plaît. Et j'essaie de faire des vidéos qui plaisent. Bref, ça tombe sous le sens, ça tourne en rond. On va s'arrêter là. Merci beaucoup pour ton temps, ton attention. On se retrouve jeudi prochain pour un prochain épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.